fait, déjà, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Je suis toujours touchée, et m'émue de voir que on arrive à être si nombreux pour un cercle de pardon. Parce que surtout ce pardon-là, bon, je pense que beaucoup savent que c'est pas le pardon dont on a l'habitude de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. C'est autre chose. C'est vraiment un rituel initiatique à mes yeux. Et je pense que de plus en plus, en avançant dans ma vie, dans mon travail, et dans ma vie personnelle et en âge, etc., je crois qu'à un moment donné, si on veut réellement que quelque chose change dans ce monde, parce qu'on voit bien que c'est pas très facile ce qui se passe, hein, l'état de niveau, il y a vraiment un cheminement intérieur à faire. C'est-à-dire que tout le monde rêve de paix, tout le monde rêve d'amour, d'union, de communion. Puis à côté de ça, on est fâché avec sa famille, on est fâché avec ses voisins, on est fâché avec plein de gens, et puis on pense qu'on a raison de l'être en plus. Et c'est vrai que parfois on a raison de l'être à un certain niveau. À un niveau, je dirais, comme ça, objectif, les faits, ben, on a souvent des bonnes raisons de ne pas être très content par rapport à certaines personnes. Peut-être même que ça va plus loin que de ne pas être content, avoir de la rancœur, avoir de la haine, de la colère, etc. Le seul souci à ça, c'est que la personne à qui on fait du mal, c'est à soi. La colère, la haine, la rancœur, les regrets, les reproches, tout ça, la personne en face, ça se trouve, elle ne sait même pas que vous en avez, ou si elle le sait, peut-être qu'elle s'en fiche, enfin peu importe, hein. Mais vous, ça vous fait du mal. Nous, ça nous fait du mal. Parce que c'est un poison, c'est comme un venin, c'est une vibration en fait. Et parfois, on s'accroche à cette colère, parce que c'est comme si cette colère, elle nous rendait vivants, quoi. Ou même pour certaines personnes, elles ont survécu à des choses terribles. Puis elles ne veulent pas oublier. Elles se disent, si j'oublie, ben, ça voudrait dire que tout ce que j'ai vécu, tout ce qui s'est passé ne sert à rien. Et il y a quelque temps, j'ai interviewé vous savez, il y a eu l'anniversaire du génocide du Rwanda. C'était les 30 ans, je crois. Voilà. C'était il n'y a pas longtemps, tout le mois de février-mars. Et je suis amie avec un chanteur du Rwanda que j'ai connu lors des Journées du Pardon, justement. Il était venu témoigner de ce qui s'était passé pour lui et sa famille. Et c'était magnifique, c'était bouleversant. En plus, c'est un gars très joyeux, très lumineux, enfin bon, voilà. Et en fait, vous savez, c'était les Tutsis et les Hutus. Enfin, de loin, on ne sait pas vraiment exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais les Tutsis, enfin, c'est un génocide contre les Tutsis, on va dire. Voilà. L'histoire, le point de départ, je ne saurais pas vous le raconter, puis ça n'a pas trop d'intérêt. Mais en tout cas, il y a eu à un moment donné donc un début de génocide et les Hutus tuaient les Tutsis, ils étaient embrigadés hein, aussi à les voir comme des ennemis, etc. Et Jean-Paul, donc Sambutu, avait un meilleur ami. Lui, Jean-Paul n'était pas à ce moment-là au Rwanda, je crois qu'il était en tournée, je ne sais pas quoi. Et puis, il a appris que son père faisait partie des gens qui avaient été... Il y a eu des milliers de morts, hein, c'est impressionnant, quoi. Les voisins se tuaient entre eux, quoi, uniquement parce qu'il y en a un qui était Tutsi et l'autre était Hutu. Hein. Et son père a été tué dans des conditions difficiles, mais pas seulement son père, quasiment une grande partie de sa famille. Et pour lui, ça a été l'anéantissement total de découvrir ça, mais en plus, on lui a dit que celui qui avait tué son père, c'était son meilleur ami à lui, un ami d'enfance, etc. Et en fait, il a vécu pendant 9 ans dans la haine, dans le désespoir, il s'est mis à se droguer, enfin, il est tombé bien bas. Il est tombé bien bas, et ça a duré un bon moment. Et puis un jour, je ne sais plus comment ça s'est passé, il était tellement mal, il était prêt à mourir en fait, tellement il était mal. Il y a des amis à lui, qui étaient des gens qui avaient la foi, tout ça, qui l'ont emmené dans un endroit, je ne peux plus vous dire où c'est, et presque pour avoir la dernière onction, quoi. Et à ce moment-là, Jean-Paul, ce qu'il explique, c'est tout d'un coup comme s'il avait reçu la grâce, quoi. Je ne sais pas comment dire ce qu'il a vécu, il n'y a que lui qui peut en parler. Et tout d'un coup, ça a été une révélation que sa maladie, que tout ce qu'il y avait, c'était uniquement la haine, quoi. C'est-à-dire que non seulement sa famille était morte, avait été exterminée,
mais que lui, en plus, il était en train de se tuer aussi. Alors qu'il était pourtant le survivant, il avait la chance d'être survivant, et tout d'un coup, c'est comme si on lui disait, mais puisque toi, c'est survivant, qu'est-ce que tu vas en faire de ça? Ça a été pour lui une incroyable révélation. À partir de là, il a arrêté l'autodestruction, et il s'est dit qu'il allait aller voir en prison son ancien ami d'enfance, donc qui avait tué son père, non pas pour lui faire du mal, mais pour lui dire qu'il fallait arrêter, il fallait qu'il lui pardonnait, en fait. Voilà. Et le fameux ami d'enfance, il ne voulait surtout pas le voir, il avait trop peur, il était persuadé qu'il allait le zigouiller et tout. En fait, ça ne s'est pas fait en prison, ça s'est fait dans un endroit, je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas, enfin bref. Et puis Jean-Paul donc, lui a dit, écoute, je t'ai haï pendant des années, mais je ne veux pas continuer de perpétuer ça, parce que je me rends compte que si je veux la paix, elle doit venir de moi déjà, avec ce que j'ai vécu avec toi. Et l'autre, il s'est effondré en larmes et tout, ils se sont pris dans les bras, enfin il y a eu quelque chose de très très impressionnant. Et à partir de là, quand l'autre est sorti de prison, donc c'est Vincent qui s'appelait l'autre, ils ont commencé à faire des conférences partout pour dire on a des raisons sans doute de haïr et tout, mais il faut que nous, on commence, nous, à faire la paix. Il faut que ça commence de quelque part. Et donc, il a toutes ses chansons sont construites autour de ça, etc. C'est vraiment magnifique. Et évidemment, je me sens totalement concernée par ça, puisque certains l'ont vu, j'ai écrit un livre qui s'appelle Apprivoiser le pardon, et c'est pareil, c'est pas le pardon comme on l'a appris à l'église, si vous voulez. Tu m'as fait mal, mais bon, ça va, je te pardonne. Il y a un côté un peu du haut de ma grandeur, je suis tellement, je te pardonne. Et en fait, bon, déjà, qui sommes-nous pour pardonner? Est-ce qu'on sait si on doit pardonner ou pas pardonner? On ne sait pas pourquoi les choses, elles arrivent. Et si tout ce qui arrivait était là aussi pour nous réveiller à notre propre, je dirais, vibration, lumière, splendeur, je ne sais pas comment dire les mots, et que parfois, certaines agressions, elles nous réveillent aussi, voilà. Et on ne sait pas. Et il y en a qui parlent aussi de mémoire cellulaire. Bon, moi, je travaille dans la mémoire cellulaire, mais des choses qui se réactivent. Et si nous étions là pour casser la chaîne, justement, de ces vendettas, de tous ces trucs qu'on répète de génération en génération, mais pas seulement de génération en génération, parce que c'est vrai qu'il y a tout le temps transgénérationnel qu'on porte en nous, dans nos cellules, mais aussi tout l'inconscient collectif. C'est-à-dire que tout à l'heure, c'était rigolo. Anne-Marie, tu te rappelles, quand on a parlé des hommes, enfin, c'était une blague. Je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé, où quelqu'un a dit, un gars a dit quelque chose, puis Anne-Marie et moi, on s'est regardé, oui, les hommes, toujours pareil, ils ont toujours les mêmes attitudes, enfin, des trucs, des choses qu'on dit mais qu'on ne pense pas. C'était pour rire. Mais en même temps, ce n'était pas anodin. C'est pourquoi on dit ça, hein? C'est en nous, c'est tout. Vous vous rendez compte de toutes ces mémoires où on a été abusé, et les hommes aussi, hein, bien évidemment, c'est pas que dans un sens, mais même si c'est pas nous qui avons été abusés, vous vous rendez compte de tout ce qui s'est passé pendant les guerres, les viols, tout ça. Enfin bon, et donc même si on est, des gens conscients, avancés et tout, on peut éventuellement avoir parfois des réactions qui ne nous appartiennent pas, mais qui viennent de tout un schéma, de lignées, etc. Et évidemment, ça me passionne depuis très très longtemps. Et mon expérience personnelle du pardon, je l'ai vécue à Bénarès, en Inde, enfin à Varanasi, où, vous savez qu'à la base, il y a des foyers de crémation, les gens ils viennent mourir à Bénarès pour aller au paradis, etc. Et en fait, moi, à la base, j'étais pas du tout branchée pardon, chrétienne, tout ça. Moi, ma seule chose qui m'intéressait dans ma vie, c'était de trouver la paix en moi, de guérir de mes blessures de cœur suite à des deuils assez intenses. Et je cheminais déjà depuis 7 ans pour guérir de ces blessures, pour en tout cas, c'est exactement ce que Jean-Paul a eu comme prise de conscience, puisque je suis survivante, qu'est-ce que je fais? Je suis survivante, je vais accuser, je vais être victime toute ma vie, de me dire que j'ai pas eu de chance, que c'est terrible, ou alors ce temps qui m'est donné, qui me reste,
sur cette terre, est-ce que je pourrais l'utiliser, peut-être, je ne sais pas comment, parce qu'évidemment, je n'avais pas le mode d'emploi, mais pour transformer ça en quelque chose qui n'arrive plus. Voilà. Moi, j'ai vécu un drame passionnel. C'est autre chose que Jean-Paul, mais c'est pareil. C'est pareil. Les génocides, c'est des drames passionnels aussi. On pense que l'autre, il est méchant et on pense qu'on est mal. Enfin, bref, c'est tous des trucs. Et quelque part, au fond, lui comme moi, on a un point commun, c'est que le désir, c'est pour ça que je suis là aussi, puis lui aussi, il œuvre beaucoup au niveau du pardon, c'est si nous avions la capacité d'utiliser ce qui nous est arrivé, et j'imagine qu'ici, il y a plein de gens qui ont vécu des choses difficiles, ne serait-ce que même un deuil tout simplement banal, entre guillemets. Un deuil, on peut même des fois en vouloir à la personne d'être partie si vite et tout. Vous savez. Et puis, il y a plein de raisons. On a perdu un boulot, on est divorcé, on est malade. Enfin bon, il y a plein de raisons d'en vouloir même à la vie, d'en vouloir à ses parents, d'en vouloir au gouvernement, d'en vouloir à plein de choses en fait. On a des boucs émissaires aussi. On n'a pas uniquement que des personnes qu'on connaît en chair et en os. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui, comme moi, sont des résilients, la vie qu'ils leur est donnée, ils ont envie d'en faire quelque chose. Parce que on est conscient quoi, de la préciosité, encore plus quand tu as perdu tous tes êtres chers. Et pendant, disons, 7 ans, j'ai fait ce cheminement de regarder, d'avancer, des voyages, des méditations, des trucs, enfin plein de choses que je ne faisais pas avant. Et je me suis retrouvée à Bénarès. Et je voudrais vous préciser que je n'ai jamais cherché à pardonner quoi que ce soit. Je voulais juste ne pas être une zombie. Je veux bien vivre, mais pas en tant que zombie. Je ne veux pas être qu'une survivante, je choisis d'être vivante totalement, encore plus même que je n'aurais pu l'imaginer avant. Mais sans mode d'emploi. Donc je ne savais pas comment, c'était juste un choix. Et quand j'étais à Bénarès et que j'ai vu des foyers de crémation, c'était quand même assez réel parce que j'étais sur un bateau, c'était le lever du jour et je vois tout ça. Et en plus de ça, la petite histoire, c'est que ma famille est morte dans l'incendie de ma maison. Donc, évidemment, tu es là, tout d'un coup, tu te dis, mais attends, comme ça, mince, j'avais même pas fait gaffe que j'allais voir ça. Et il s'est passé un truc. C'est qu'à ce moment-là, quand je voyais tous ces corps qui brûlaient, vous voyez, je ne dis pas toutes ces personnes, j'ai les corps. J'ai eu cette prise de conscience que c'était des corps qui brûlaient, des enveloppes, mais que quelque part, la vivance, cette énergie de vie qui fait qu'on parle, qu'on est ensemble, que vous êtes là, elle allait bien au-delà du corps. Et pourtant, je vous dis, je n'ai pas de religion, de choses comme ça. Et ça a été un truc, mais comme si il y avait quelque chose qui prenait sens, peut-être que j'avais vécu tout ça pour découvrir ça. Et à ce moment-là, ça m'a donné, j'ai eu comme le cœur qui s'ouvrait, parce que pendant des années, je n'avais plus le cœur qui s'ouvrait, parce que je ne faisais que pleurer. Vous savez très bien, quand vous êtes blessé, ben, le chagrin l'emporte. Quand un être cher s'en va, vous pleurez. Eh bien oui, mais quand on fait que pleurer, c'est une énergie de tristesse immense qui ne nous permet plus de l'ouvrir à la joie et à l'amour. Et je venais de me rendre compte que ma colère, ma tristesse, mon désespoir, mes ressentiments, finalement, je pensais que ça me reliait au décès de tous aux êtres que j'aimais, mais ça me coupait d'eux. Parce que je ne pouvais pas les aimer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je savais que je les aimais, vous voyez, je le savais, mais je ne pouvais plus le sentir. Parce que c'était fermé, c'était blindé, c'était... tu vois, et là, il y a eu une prise de conscience énorme. Je me suis dit, mais tous ces gens, des fois, qui disent « Ah oui, non, il ne faut pas faire son deuil, il ne faut pas oublier. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux continuer de souffrir en y pensant, comme si la souffrance nous permettait de rester en lien, en fait, alors que c'est l'inverse. » Quelque part, c'est normal de pleurer, c'est normal, un deuil, il y a des étapes, on le sait. Mais tout d'un coup, le fait de me rendre compte de tout le chemin que j'avais fait, ça m'a fait un « Oh, merci ». Et à ce moment-là, ce que j'ai vécu, c'est la gratitude. La gratitude que cet événement si difficile
m'avait obligée de prendre mon bâton de pèlerin et de découvrir réellement qui j'étais et quelles étaient mes possibilités. Et pourquoi je parle de la gratitude? Parce que pour moi, il ne peut pas y avoir de pardon sans gratitude. Parce que le pardon tel que vous allez voir, qu'on va le mettre en place, et tel que moi je l'ai vécu, c'est le don qu'on reçoit de l'épreuve. Le pardon. Et ce jour-là, j'ai su que finalement, il n'y avait rien à pardonner en réalité par rapport. Mais par contre, que le fait d'ouvrir à nouveau son cœur et d'aimer à nouveau, c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait faire par rapport aux souffrances qu'on avait pu vivre. Est-ce que vous me suivez là ou ça vous paraît trop perché? Voilà, ok, merci. Non, parce que c'est vrai que parfois, je ne sais pas, j'ai tellement l'habitude et j'entends tellement les gens. Et si vous voulez, à ce moment-là, j'ai su que mon cheminement de reconstruction était terminé. Parce que quelque part, de nouveau, je pouvais sentir la vie, la vibrance dans mon cœur et de nouveau sentir l'amour qui se déversait. Pas un amour mièvre, voyez, mais l'amour où tu as envie de dire juste merci. Voilà, pour moi, l'amour, ça ne peut pas être autrement qu'un grand merci. Merci, 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 oh merci. Voilà. Il est bien évident que si on entretient la haine, les rancœurs et les reproches et tout, on ne peut pas dire merci. Enfin, c'est soit l'un, soit l'autre, quoi. Voilà, en fait, c'est difficile, quoi, en tout cas. Bon, je dis pas que c'est facile de toute façon, hein, voilà. Mais en attendant, c'est ça qui a terminé mon cheminement et j'ai écrit ce livre. Et c'est ce livre qui m'a amené à rencontrer le créateur des cercles de pardon, Olivier Clerc. Pas si vous connaissez. Olivier Clerc, il est le traducteur et l'éditeur de tous les livres de Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz qui a écrit les accords toltèques. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Alors, c'est quoi les accords toltèques? Attends, je ne fais pas de suppositions. Vous allez m'aider? Je n'ai pas révisé. Ne prends pas les choses personnellement. Fais toujours de ton mieux. Et que ta parole soit impeccable. Il n'y en a aucun. Ah, il n'y en a que 4? Ah non, mais il y en a un 5e. C'est sur les croyances. Ben, c'est bien, voilà, ok. Ne crois pas ce que les autres disent, quoi. Et en fait, Olivier, il faut que je vous raconte ça. De toute façon, c'est important que vous saisissiez d'où sont nés ces cercles de pardon. Et Olivier Clerc, donc, il a traduit tous ces trucs, il voulait rencontrer Don Miguel Ruiz. Donc, il part au Mexique et il y avait un séminaire. Et il y avait donc plusieurs personnes. Et puis, à un moment donné, donc, Don Miguel Ruiz regarde Olivier Clerc et lui dit, comme si, admettons, je suis Don Miguel Ruiz, voilà, toi, mets-toi à genoux devant cette personne et demande-lui pardon. Alors là, Olivier Clerc, il est là, il connaît personne. Il dit, mais qu'est-ce que je lui ai fait, moi, à lui? Rien. Je me suis peut-être pas rendu compte et tout. Bon, ouais. Il se met à genoux et il dit, je te demande pardon. Puis il se relève pour partir et Don Miguel... Non, puis la personne à côté aussi. Alors là, ça commence... il ne se sentait pas bien, mais il le fait. Hein. Puis il continue comme ça. Et il lui fait faire ça tout le cercle. Il ne cherche pas à demander. Il sait qu'il se passe quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Mais il accepte, quoi. Puis il se rend compte d'une chose, c'est que quand il arrive au bout du cercle, il a une paix en lui qui est incroyable. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il ne connaît pas les gens. Il leur a demandé pardon alors qu'il leur a rien fait. Hein. Et puis, il se sent merveilleusement bien. Et en fait, je ne vais pas vous raconter l'histoire de pourquoi Don Miguel Ruiz, etc. Il comprend à ce moment-là que ce qu'il vient de lui faire faire, c'est du transpersonnel. C'est-à-dire qu'en fait, chaque personne, ce n'est pas la personne à elle qui demande pardon, c'est à ce qu'elle représente inconsciemment, enfin, de gens qu'il a certainement rencontrés énergétiquement, etc.
Le truc, c'est de se dire, mais pourquoi je lui demande pardon? Parce que, puisque je lui ai rien fait. Et Don Miguel Ruiz, quand même, lui explique, en fait, toutes ces personnes-là, c'est toutes les personnes que tu considères qui t'ont fait du mal, et que toute ton énergie, elle est bouffée par ce truc. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu m'as fait... Même si tu t'en rends pas compte. Hein. Et là, quand tu leur demandes pardon, ce que tu fais, tu leur demandes pardon d'utiliser ce qui s'est passé pour t'empêcher d'être heureux. Disons que c'est une justification. C'est énorme. On va aller un tout petit peu plus loin, mais c'est grand, je trouve. Et donc, Olivier rentre. Il est bouleversé. Il s'est vraiment passé quelque chose pour lui. Il laisse mariner ça, je crois, au moins plusieurs années, en fait. Combien 10 ? C'était 9, 10. On s'en fout, hein. On s'en fout, hein. On s'en fout des noms. Et un jour, il décide, il crée ce qu'on nomme donc les cercles de pardon. Et le but de ces cercles de pardon, c'est de reprendre un peu ce qu'il a repris, c'est que à un moment donné, il va y avoir des préliminaires quand même, mais à un moment donné, on va se retrouver. Vous allez être chacun des représentants, je veux dire, de quelqu'un, mais sans le savoir. Oui, on va pas chercher, ça va pas être mentalisé du tout. Mais on va se retrouver devant des personnes, il y aura 2 cercles, hein, et devant chaque personne, on va la regarder et lui dire « Je te demande pardon ». Vous n'avez pas à vous demander « Mais pourquoi je demande pardon? Je ne sais pas à qui elle me fait pardon. » On s'en fiche de ça. Juste « Je te demande pardon ». Je vous rappelle que quand vous faites ça, quand vous dites « Je te demande pardon », ça veut dire implicitement « Je te demande pardon d'utiliser ce qui s'est passé entre nous, d'utiliser ce que tu m'as fait pour justifier que je ne peux pas être heureux. » C'est-à-dire que tout le fait que ma vie ne va pas, que je n'ai pas de boulot, que je n'ai pas d'argent, que je suis malheureux, etc., en fait, j'arrête de dire ou de même penser que ça vient de toi. Alors ça peut être la mère, hein, parce que combien de fois, oui, je n'ai pas une mère comme j'en ai eu une, maintenant je serais autrement. Ouais, si mon mari ne m'avait pas abusé, je serais autrement. Oui, si ma femme ne m'avait pas quitté. Tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte pour s'empêcher, pour justifier qu'on ne choisit pas d'être heureux. Vous me suivez là? Et si nous n'avions pas besoin de raison pour être heureux, mais que nous avions juste besoin de le choisir? Parce que quand tu le choisis, tu poses une action, c'est ton libre arbitre, tu poses une vibration. Elle va me dire, oui, mais enfin, si je dis choisir être heureux, est-ce que je vais être heureux? Le fait de le choisir, déjà, en venant, hein, et de couper le lien énergétique avec tous ceux à qui tu penses que tu dois en vouloir, va te permettre de récupérer ta propre énergie pour aller dans la création de ta vie, de ton bonheur, etc. Une grande partie de l'énergie de beaucoup de personnes, elle est dans le passé, elle est avec tout ce qui m'est arrivé, mais c'est terrible, j'ai vécu ça, et puis alors on ressasse, et puis on redit. Oui, il ne faut pas nier qu'on a vécu des choses difficiles, mais il faut les embrasser, ces choses. Il faut les aimer et les prendre comme un terreau fertile pour faire fleurir une nouvelle fleur, la nouvelle fleur que vous pouvez devenir dans ce monde. En fait, tout ce qu'on a vécu de difficile, au lieu de le voir comme un obstacle ou comme un frein pour notre bonheur, et si c'était le tremplin, au contraire, pour s'élever vers encore plus de joie, vers plus de goût de la vie, en fait. Souvent, quand on est passé à côté de choses très difficiles, on sait combien la vie, elle est précieuse. Attendez, on va partir un de ces 4, hein. Peut-être demain même, hein. Et si on en profitait vraiment aujourd'hui, là? Non, mais c'est important, cette notion-là, parce que souvent, on ne vit pas... on croit qu'on est immortel, on croit qu'on a le temps, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on est vivant. Et qu'est-ce qu'on va en faire de cette vivance? Et justement, cette vivance, eh bien, si nous pouvions en faire quelque chose de beau tous ensemble, là. Parce que, quelque part, non seulement vous êtes venus pour vous, et je vous demande vraiment de le faire pour vous, individuellement, hein, c'est-à-dire de couper des espèces de liens énergétiques
qui vous empêche de vous ouvrir à la vie, tout simplement. Hein. Mais en plus, tous ensemble, on crée une force, on crée un égrégore. Hein. Et quand on stoppe la haine, quand on décide juste, ben, ça y est, j'ai assez haï, j'en ai marre, ça me fatigue. Ben oui, c'est fatigant de haïr. C'est une énergie tellement... on se dit, mais non, on ne peut pas choisir. Mais si, on peut choisir tout d'un coup. Tout d'un coup, on peut dire, j'en ai marre, j'arrête. Comme Jean-Paul, à un moment donné, il s'est dit, bon, il y en a marre maintenant, ok. C'est passé ça, mais j'ai envie de faire la paix. On dit souvent, la paix, elle n'existera pas quand on va trouver des solutions. Hein. Il n'y en aura jamais suffisamment pour ceux qui ne sont pas d'accord. C'est le jour où on choisit la paix, c'est tout simplement. Il suffit de dire, il y en a marre de tous ces gens qui meurent pour ceci, pour cela. Il suffirait qu'on se lève tous et qu'on dise stop aussi. Hein. Parce que nous aussi, on a ce pouvoir-là en tant que citoyens. Mais ça, c'est encore autre chose. Parce que tant qu'on a la guerre en nous, on est d'accord qu'il y a la guerre à l'extérieur, finalement. Puisqu'on la vit, de toute façon. On ne se rend pas compte, mais on vit des guerres dans des microcosmes, dans nos vies. Hein, voilà. Donc, pour moi, c'est magnifique que vous soyez là. Je ne sais pas si tout le monde savait ce qu'il était venu faire. Mais en même temps... c'est magnifique parce que tous ensemble, on va faire un rituel qui est très simple, qui est très doux. Hein. N'attendez pas de résultat, juste faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. Et on ne sait pas ce qui se passera, mais en tout cas, ce qu'on peut faire ensemble, c'est peu à peu laisser un peu fondre la glace qui est devant les cœurs, hein, cette glace qui s'est émise parce qu'on a eu mal, etc. Et que peut-être il peut y avoir une magie en fait qui s'opère quand quelque part nos barrières tombent et qu'on peut s'ouvrir aux autres et puis être dans la gratitude de vivre des moments aussi précieux. Parce que quand même, ce qu'on est en train de démarrer là, c'est quelque chose de très intime finalement. On se dit, c'est incroyable, je ne ferai jamais ça avec ma famille, quoi. Puis là, c'est des inconnus, puis je vais le faire, quoi. Et c'est ça qui est magnifique. Hein. Parce qu'on est des inconnus, mais peut-être pas tant que ça, finalement. Peut-être qu'à l'intérieur de nous, notre conscience... elle est un peu sur le même niveau vibratoire. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Ah, oui, ce que je voulais dire, c'est que comment j'ai été amenée à animer ces cercles de pardon, bien, Olivier Clerc organisait des grandes journées internationales, enfin, de 2 jours, 3 jours, en Franche-Comté. Là, je suis originaire, d'ailleurs. Et il faisait venir des intervenants. Et je ne sais plus de quelle façon il a eu vent de mon livre et il m'a fait venir pour intervenir. Et je ne vous cache pas que j'étais très inquiète parce que je pensais que j'étais dans un truc de bondieuserie un peu et que je pensais que j'étais dans un truc de vouer le pardon, je te pardonne, ça. Et je sentais que j'allais être en décalage, moi, parce que je ne le vois pas comme ça. Hein. Et en fait, je me suis dit, bah, tant pis, je me lance, je fais ma conférence, je ne m'occupe pas de ce que je pense que... Voilà. Et je fais mon témoignage de mon chemin par rapport au pardon. Et en fait, après, ben, j'écoute les autres. Puis au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, ils disent tous la même chose que moi, en fait. Et Olivier, quand il parle, il explique ce qu'il a fait avec les cercles de pardon. Et il me dit, Mina, j'aimerais bien que tu participes au cercle de pardon. Et ben, je me dis, oh là là... J'ai toujours des a priori, moi, au départ. Non, mais je suis une sceptique. Je dis toujours que je suis une sceptique curieuse. C'est-à-dire que j'écoute toujours un côté sceptique, mais j'essaye. On verra bien. Hein. Comment ? C'est le 5e accord. Ça, c'est rigolo. C'est vrai ? Ben, c'est incroyable parce que tout ce que je fais, j'y vais avec un pied, mais avec le pied qui est prêt à partir de l'autre côté, tu vois. Mais non, mais parce que j'ai pas envie de me faire embarquer dans des trucs. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai un côté très autonome en même temps, très bon. Méfions-nous de ceux qui sont un peu trop perchés. Et en même temps, il y a un côté de moi qui est appelé aussi à plus grand, donc à découvrir. Hein. Et donc, ma curiosité souvent est plus forte que mon scepticisme. Donc, j'expérimente, mais en me disant, on verra bien hein, quand même. Hein, bon. Et là, c'est ce que je fais. Et pour moi, j'en ai des frissons, je vous en parle, c'est une découverte. Je réalise qu'on est complètement synchro, que c'est exactement ça, quoi. Je le fais pas comme ça, moi, mais de demander pardon
pour me réapproprier mon énergie, ma capacité de créer, d'être heureuse. C'est ce que j'ai fait tout le temps, sans le savoir. Enfin, comme ça s'est fait tout seul, quoi. Et alors là, je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, c'est très beau. Enfin, il y a énormément. Et Olivier me dit, écoute, je t'invite à la prochaine formation. Et c'est comme ça que finalement, je me suis retrouvée à me former à ces cercles de pardon qu'il a mis au point d'une manière vraiment très, très chouette. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, d'une façon régulière, j'en propose, j'en offre. Là, il se trouve que je suis en formation ici, donc, et qu'on a une très belle salle. Et donc, j'en profite. Et j'ai ouvert donc cet espace à toutes des personnes que je ne connais pas forcément. Et je suis ravie de votre confiance déjà, parce qu'on ne se connaît pas. Et vous êtes là. Et puis, merci à tous ceux que je connais. C'est vraiment super. Donc, ça va? Vous êtes au bon endroit? Ok, très bien. Alors, je pense que je me suis assez bien présentée pour l'instant. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'est jamais là par hasard. C'est-à-dire qu'il y a, comment dire, on croit qu'on vient par hasard quelque part, et le hasard, comme disait Paul Éluard, c'est les rendez-vous. Hein. On avait rendez-vous, et on ne le savait pas, mais on avait rendez-vous. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que vous êtes venus pour vous, mais il y a d'autres gens qui sont là, et il y en a peut-être qui vont être en résonance avec vous, d'une façon inconsciente, vibratoirement. Il y en a peut-être qui vont vous agacer, vous énerver, vous rappeler, et c'est très bien. Non, mais c'est magnifique. S'il y a bien l'endroit où c'est formidable, c'est ici. Voilà. Parce qu'on s'en fout, en fait. Hein. On est juste là pour faire un rituel, en fait. Voilà. Et donc, vous êtes exactement les bonnes personnes qu'il fallait qu'il y ait ce soir. Hein, ceux qui sont venus en plus qu'on n'attendait pas, bienvenue, et ceux qui ne sont pas venus, c'est bien aussi. Voilà. Et donc, non mais en plus c'est tellement ça. J'ai une confiance inouïe, si vous voulez, dans la façon dont les choses se mettent en place, hein, dans le hors contrôle total. Et franchement, c'est magnifique. Hein. Et en fait, si vous êtes là, c'est un peu comme si on était dans un chaudron, vous voyez. Il y a un chaudron magique là qui est en train de bouillir. Et ce que je voudrais vous proposer, non mais c'est un beau chaudron de transformation. Voilà. Et en fait, ce que je voudrais vous proposer avant qu'on commence, qu'on aille plus loin, c'est de déposer votre prénom dans le chaudron magique. Puis après, on va touiller. Hein, voilà, pour faire une soupe commune. Hein, voilà. Okay. Et donc, donc, juste votre prénom, peut-être d'où vous venez, parce que juste la ville, parce que ça peut intéresser. Ah, tiens, c'est mon voisin. Mince, alors, il est là aussi. Enfin, bon, uniquement. Et puis, juste poser pourquoi vous êtes là. Juste pour qu'il y ait quelque chose qui soit dit, en fait. Je suis là, mais attendez, pas un roman, hein, on va faire vite, vous avez vu combien on est, ça va être vraiment court, hein, mais je suis là parce que le mot pardon, ça me dit quelque chose, ou ma copine m'a emmené, enfin voilà, et je voudrais, bon, c'est tout, il n'y a pas besoin d'en dire plus, hein, mais par contre, ce que je voudrais vous demander, c'est de regarder si vous êtes en mesure de dire « je choisis d'être heureux ». Malgré tout ce qui m'est arrivé, malgré tout ce que j'ai vécu, je choisis d'être heureux. Et ça veut dire quoi, ce je choisis d'être heureux? Ça veut dire que vous posez votre libre arbitre, mais vous n'avez pas besoin de savoir comment vous pouvez l'être. On s'en fout. Ce qui compte, c'est le libre arbitre, et le reste, la conscience fera le boulot. Le fait que vous le positionnez, il y a une vibration qui monte. Et quand vous allez faire le cercle, tout va se mettre en place pour soutenir ce choix conscient. Ça vous va, ça? Magnifique.